bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour. Série sur l'armée, la science et l'homme. Et alors vous avez souhaité commencer par un peu la préhistoire jusqu'au temps contemporain finalement. Donc est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces débuts de l'armée, de la science et de l'homme au cours historique? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui m'intéresse? C'est parce que toute ma carrière a été perturbée par ce genre de choses. Ça, vous le verrez après, parce que finalement, la MHD, c'est entièrement militaire, quoi. Donc, j'ai eu les militaires en travers des jambes pendant 35 ans, quoi. Bon. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de revenir dans le passé en disant, mais quand est-ce que la guerre devient quelque chose de technologique, hein? Technologique, c'est donc quand on se bat avec autre chose que ses griffes, que ses crocs. Moi, j'ai emmené... Bon, à une époque, je m'occupais d'emmener des clients en safari dans l'Afrique de l'Est. Et en Tanzanie, il y a un endroit qui s'appelle Olduvai, où Leakey a découvert l'Australopithèque. Le premier, vous savez ce que c'est l'Australopithèque? C'est une petite bestiole humanoïde qui fait, je sais pas, 1,10 m de haut, etc. On lui trouvait des caractères humains. Hein. Bon, ça, c'est encore à discuter. Mais ce qui est certain, c'est que il avait un début de technologie. Et le début de technologie pour des êtres comme ça, c'est ce qu'on appelle la pebble culture. Pebble, ça veut dire le galet, quoi. Hein. Donc avant de faire des pierres taillées, d'être capable de faire des armes, des haches et des choses comme ça, ben, on commence par prendre des cailloux. Et puis, soit on les utilise tels quels, ça devient un peu des choses pour casser, soit alors, effectivement, on arrive à casser le caillou lui-même et à lui donner une sorte de tranchant qui permet de gratter, etc. Donc c'est le début de l'outil, mais l'outil, c'est aussi une arme. Hein. Alors, moi, j'avoue que ce souvenir m'a énormément marqué. Donc, à Olduvai, il y a un grand hangar en tôle, et à l'intérieur, on a conservé le site où on a trouvé un campement d'Australopithèque. Un campement, c'est beaucoup dire. Donc, c'est leur salle à manger, quoi, disons. Alors, c'est un truc qui doit faire, je sais pas, 7-8 mètres de diamètre. Et là-dedans, il y a beaucoup d'eau cassée. Et il y a les cailloux qui ont servi à casser les os. Donc là, visiblement, l'Australopithèque prenait ces cailloux et il s'en servait pour casser les os. Pourquoi? Pour manger la moelle. Manger la moelle parce que c'est bon, c'est nutritif. Et ma foi, l'Australopithèque, c'était un chasseur-cueilleur. Il y en avait d'ailleurs 2 espèces selon leur type de dents. Mais quand on prend celui qui avait plutôt la réputation d'être carnassier, c'était peut-être surtout un charognard, quoi. C'est-à-dire que quand on est aussi peu équipé pour combattre, eh bien, on essaye de manger ce que les vautours laissent, quoi. Et quand vous voyez ce que laissent les vautours, c'est pas grand-chose, il laisse juste les os. Donc, si l'Australopithèque a bien prospéré, c'est parce qu'il avait trouvé une solution pour manger la moelle des os, ce que les vautours ne pouvaient pas faire. Donc, il ramassait les carcasses et boum, 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 en cassant les os, il mangeait la moelle. Donc, c'est là qu'on trouve dans ce terrain beaucoup d'eau fracturée avec des cailloux qui servaient. Donc, les cailloux, il y a aussi des squelettes d'Australopithèques qui sont morts sur place. Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et alors, ça, c'est donc un outil pour manger. Hein. Il n'était pas encore en train de... Il n'avait pas inventé le feu, ça n'allait pas jusque-là. Mais il y a des choses quand même étonnantes, c'est qu'on retrouve aussi dans cette région des endroits où les Australopithèques mettaient les cailloux en arc de cercle, un peu comme des croissants, vous voyez, comme des croissants au beurre, quoi. Et alors, on se dit pourquoi? Peut-être que c'est des fortins de défense. Parce qu'effectivement, quand vous êtes attaqué par un chien sur une route, eh bien, si vous prenez un caillou que vous lui envoyez, il a trouille. Parce que finalement, c'est une arme de jet. Et quand vous réfléchissez, il n'y a que les humains ou humanoïdes, ou les sages qui utilisent ça. Une gazelle, ça lance pas des objets. Et là, effectivement, quand vous prenez un animal qui est quand même plus équipé que vous, qui est à moins qu'il soit dressé pour ça et qui n'ait pas peur de vous, si vous faites le geste de lui envoyer quelque chose, si lui envoyez carrément, par exemple, si vous avez un chien ou une hyène comme ça qui est à proximité et que vous la frappez avec une pierre, elle est complètement stupéfaite parce qu'elle reçoit un coup alors que vous êtes à 10 mètres. Quoi. Donc c'est l'action à distance. L'action à distance. Donc on peut penser que l'Australopithèque se défendait comme ça, ce que font aussi les singes. Hein. Je veux dire que lorsqu'on va en Afrique de l'Est et qu'on est sous un arbre et qu'on a une tête qui ne revient pas à la tribu de singes, ils vous bombardent avec des branches. Donc ça, c'est assez amusant, c'est le début de l'armement. Puis alors après, si
si on est capable de casser un fémur de gazelle pour prendre la moelle, on est aussi capable de casser la tête du voisin, quoi. Donc on suppose qu'avec ça, ils ont commencé à utiliser cette technologie en guise d'armement. Alors ensuite, sur Terre, il y a aussi une chose qui est très frappante, c'est que cohabitent des ethnies humaines qui sont en état de dyschronie, sont à des distances temporelles considérables. Il y a l'homo technologicus que nous sommes, vous avec vos écouteurs, votre appareil il est en train d'enregistrer, et puis vous avez des gens qui vivent il y a 30, 50 000 ans, 100 000 ans, quoi. Je veux dire que je crois qu'encore récemment, on a pu prendre des photos de bons hommes qui vivaient en Amérique du Sud et dans une forêt très épaisse, et quand ils ont vu passer un hélicoptère, ils ont commencé à envoyer des flèches dessus. Ils n'avaient jamais vu un truc pareil. Donc ça s'est produit assez fréquemment. Peut-être ça se produira encore. Peut-être qu'il y a encore des tribus humaines qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas. Et la rencontre qui a donné les traces les plus succulentes, c'est la rencontre des frères Lay en Papouasie en 1930. Donc la Nouvelle-Guinée, vous voyez ce que c'est une grande île qui est au nord de l'Australie, et ma foi, les Blancs, les colonisateurs ont peuplé la bande côtière, et la Nouvelle-Guinée a une chose particulière, c'est qu'il y a une bande côtière qui est assez facile d'accès. Puis après, il y a des montagnes, je crois que ça monte même qu'à 3000, quoi. Je veux dire, c'est pas facile à franchir. Et puis au centre, eh bien, il y avait une énorme vallée, comme ça, qui s'appelait la vallée du Vaï, dans laquelle vivaient des êtres humains, on ne savait pas, quoi. Alors, les Australiens ont découvert des filons aurifères dans les bandes côtières, et tout ça, ça a été exploité. Et puis comme, ma foi, il y avait un peu d'or en Nouvelle-Guinée, les frères là, qui étaient des Australiens, je crois que c'est trois frères, se sont dit, mais si on faisait une expédition au centre Nouvelle-Guinée, on trouvera peut-être des filons aurifères. Donc ils ont monté une expédition avec des porteurs, avec des habitants de la région qui portaient leur bagage. Ils sont partis avec leurs fusils. Et l'un des frères là a emporté une caméra 16 mm noir et blanc. Alors ça c'est fantastique, c'est qu'on a le film. Et il se trouve d'ailleurs dans un DVD qui est assez facile à trouver. Je crois peut-être que ça doit s'appeler Premier Contact, parce que c'est aussi le titre d'un livre fantastique qui est écrit par Connelly et Anderson, qui s'appelle aussi Premier Contact. Ça, alors là, c'est mon livre de chevet. Sur la même histoire. Ah oui, c'est toute cette histoire-là. C'est complètement fantastique, parce que vous savez, on parle par exemple de la rencontre entre les conquistadors et les précolombiens, etc., etc. Mais là, on a un récit avec des notes. C'est relativement récent, puisqu'il est 1830, justement sur cette rencontre entre deux ethnies humaines qui vivent avec une distance temporelle énorme, quoi. Les Blancs n'avaient pas la moindre idée que ces gens-là puissent exister, et quand au Papou, ils découvrent les Blancs. Et là où c'est remarquable, c'est que Connelly et Anderson, enfin je crois qu'il y en a un qui est ethnologue là-dedans, ils sont retournés en Papouasie dans les années 70. Ils ont fait d'ailleurs des films qui étaient dans l'époque en VHS, et c'est dommage qu'on ne les ait pas retranscrits en DVD, parce que ce sont des documents extraordinaires. Donc ils sont allés faire œuvre d'ethnologue, c'est-à-dire qu'ils sont retournés sur les lieux, et ils ont retrouvé des gens qui avaient 14-15 ans au moment de ce premier contact, donc ce qui était X années avant. Et avec ça, en les questionnant, grâce à un interprète, ils ont pu savoir ce que ces gens avaient pensé en voyant les Blancs. Et là, c'est fantastique, c'est qu'effectivement, quand deux civilisations comme ça, enfin, peut-on appeler ça des civilisations, quand deux états culturels comme ça sont confrontés, eh bien, alors là, il y a un hiatus complet. Et pour les Papous, les Blancs étaient je dirais, des esprits, quoi. Alors, il faut se replacer avec leur conception religieuse. Donc, ma foi, ils mouraient, et puis quand ils mouraient, ils enterraient leurs morts.
Puis après, on attendait un bon paquet d'années jusqu'à ce que les os, la viande soit bien été mangée par les vers de terre, les fourmis, tout ce qu'on veut. Puis après, on nettoyait les ossements dans la rivière. Et après, dans la case, eh bien, on exposait les crânes des ancêtres. Éventuellement, on en mangeait un petit morceau. Vous voyez, ça, c'était bon. Et le truc, c'est que comment dirais-je, le hiatus complet provient du fait que les Blancs cherchent de l'or. Donc, les chercheurs d'or, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les rivières et puis ils ont des bâtés. Et ils prennent du gravier et ils regardent s'il n'y a pas de l'or dedans. Donc quand ils font ce geste-là, les papous se disent ce sont des gens décédés et qui viennent chercher leur squelette. Vous voyez, le moindre geste, c'est une absurdité totale, quoi. Alors, il y a ça, il y a aussi le fait que, comme ils cherchent de l'or, ils restent pas longtemps. Ils viennent quelque part, ils restent un jour, 2 jours, 3 jours, puis il n'y en a pas, ils vont ailleurs. Et lorsqu'on regarde la Papouasie de l'époque, tout ça c'est extrêmement intéressant, parce que ce sont des régions assez vallonnées, et finalement, le territoire occupé, le pays du Papou, ça fait 10 km de diamètre, c'est tout. Hein. Et au-delà de ces 10 km, il y a des crêtes, et de l'autre côté, il y a les ennemis. Soit il y a les alliés, soit c'est les ennemis. Et ils passent leur temps à se chamailler, à s'envoyer des flèches, et ils se font des petites guéguerres comme ça. Donc, les Blancs, eux, n'ont pas cette contrainte. Donc, ils passent de vallée en vallée, et quand ils quittent une vallée, les autres les laissent partir, parce qu'ils vont chez l'ennemi, quoi. Alors, vous voyez, cette histoire, ce livre, fait vraiment état de tous ces, comment dire, ces contresens par rapport à ce que les gens peuvent voir. Pour les Papous, par exemple, les lampes à pétrole, ce sont des morceaux de lune. Les tentes, c'est des morceaux de nuages. Puis alors, comme ils sont tout nus et qu'ils n'ont pas de vêtements, ils se demandent ce que ces êtres humanoïdes ont sur le dos, quoi. Hein. Vous êtes là avec votre chemise, tout d'un coup vous mettez la main dans votre chemise pour vous gratter, ça vous paraît naturel, mais pour eux c'était comme si on mettait la main sous la peau, quoi. Hein. Donc déjà ces gens n'ont pas la même couleur, ensuite ils ont une espèce de peau bizarre, et puis en plus ils n'ont pas de sexe apparent. Apparemment, ils ne font pas leurs besoins. Enfin, à chaque fois, c'est un mystère. Qu'est-ce que c'est? Et il y a toute une succession d'anecdotes qui sont racontées dans ces livres. Une nuit, par exemple, un papou plus courageux que les autres, quand les Australiens arrivaient, ils mettaient une corde pour délimiter un territoire, et les autres comprenaient très bien que là, c'était le camp, quoi. Il ne fallait pas rentrer dedans. Donc, une nuit, il y en a un qui franchit ça avec beaucoup de précautions, et il en trouve une tente pour voir comment ces esprits dorment. Il pensait justement que, en fait, quand ils dormaient, ils devaient enlever leur peau, et il devait y avoir les ossements d'un côté, la peau de l'autre, quoi. Et ils sont tout à fait étonnés de voir qu'ils dorment comme les autres. Bon, le sexe, par exemple. Alors, pour les Papous, le sexe est important, et comme dans beaucoup des tribus africaines d'ailleurs, ils utilisent des étuis péniens. Les étuis péniens, c'est-à-dire on prend une espèce de cougourde, comme ça, on creuse, et puis ils se mettent le zizi dedans, plus une ficelle accrochée autour du cou, donc ça permet de donner une impression d'érection très impressionnante. Et en regardant ces blancs, ils n'ont pas de sexe. Et à ce moment-là, il y a un mythe dans certaines tribus papous, comme quoi une espèce de génie lui avait séduit une fille près d'une rivière en déployant un sexe très très long. Et à ce moment-là, lorsqu'ils voient les blancs, ils ont une ceinture. Et comme cette ceinture est assez longue, ils pensent que c'est ça. Donc ils confondent la ceinture avec le sexe. C'est fabuleux, quoi. Alors, quel est le rapport, selon vous, avec l'armée et la science? Pour vous, c'est le début de... Vous allez voir. Disons que là-dedans, vous avez 2 techniques militaires qui sont confrontées. Vous avez d'un côté des gens qui ont des lances, qui ont des arcs, etc. Et de l'autre côté, des gens qui ont des fusils. Et vous allez voir un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que les Papous, il y a des tribus où les Blancs restent un peu plus longtemps.
Et puis, ils sont assez agressifs. Hein. Entre eux, ils se battent. Il y a des morts. Enfin, il y a des morts, mais surtout beaucoup de gesticulations. Ils s'envoient beaucoup de flèches. Ils ont des boucliers. Puis, de temps en temps, il y en a un qui morfle. Alors, bon, c'est tout. Et là, il y a une tribu où il y a un chef qui dit écoutez, il ne faut pas rigoler, ce sont des êtres humains. Hein. C'est pas des dieux, c'est pas des gens qui ont des pouvoirs extraordinaires. Pourquoi? Regardez, par exemple, il y a un de nous qui est allé, il lui a tiré des poils des jambes, et regardez, ils ont les jambes poilues comme nous. Hein. Bon, première chose, première constatation. Mais la deuxième constatation est plus importante, c'est que les Australiens avaient fait des feuillets, des water, quoi. Hein. Et comme en bon anglo-saxons, ils sont assez pudiques, ils vont pas faire leurs besoins comme ça en pleine campagne, donc ils mettent 4 piquets avec un peu de toile et ils vont faire leurs besoins au centre. Et les papous ont accès à ces feuillets et découvrent, comme dit le chef, ils font de la merde et ça sent la même odeur que la nôtre. Donc ça, c'est vraiment la preuve, c'est que c'est pas les esprits ne font pas caca, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc c'est des hommes. Bon, alors si c'est des hommes, ma foi, ils ont des choses très intéressantes. Ils ont des instruments contondants. Bon, ils ne savent pas le mot hache, je sais pas ce que c'est, couteau, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, dit le chef, moi je vais monter en haut de la colline sacrée, et puis demain matin, je m'habillerai avec ma tenue de combat. Hein, je pousserai un grand cri de guerre et j'irai attaquer les Blancs avec ma lance, et à ce moment-là, on va tous les tuer, on prendra ce qu'ils ont. Et là, c'est effectivement ce qui se passe. Le gars monte en haut de sa colline, se met à brailler, et descend en courant. Et ça, on a le témoignage par son fils, qui a été témoin de l'affaire, il a tout vu. Donc son père qui fait les 50 mètres qui séparent des Blancs, qu'est-ce que fait Michael Lay? Il prend son fusil, boum, il flingue le type immédiatement. Donc à ce moment-là, il y a une fusillade qui dure 5 minutes, et il laisse 10 ou 12 papous. Et il y a des papous qui témoignent parce qu'ils ont pris une balle et ils ne comprennent pas parce que leur bras se met à saigner alors qu'ils n'ont pas vu de flèche ni quoi que ce soit, quoi. Donc là, il y a tout d'un coup cette confrontation stupéfiante de deux armements différents, quoi. Bon, ça c'était un petit peu pour situer le gap qui existe entre les civilisations et le fait que la guerre, ça fait partie de l'existence humaine depuis ses débuts, quoi. Oui, et puis aussi la manière dont on perçoit ce qu'on ne connaît pas. Oui. On peut l'interpréter ou pas, justement. Oui, est-ce qu'on peut se fier au mythe du bon sauvage? En fait, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. L'homme n'est ni bon ni mauvais, il est comme ça. Et d'ailleurs, on va le voir, je crois qu'il est surtout stupide, hein, c'est ça. Parce que moi qui suis chercheur, on terminera un peu cette saga par ce genre de choses. Dans un congrès scientifique, on se retrouve face à des gens qui sont en train d'élaborer des armements, et on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Ils ne comprendront jamais, quoi. C'est pas possible. Une deuxième expérience personnelle quand même que je trouve intéressante, c'est avec les Maasai. C'est le fossé d'incompréhension qui règne justement entre deux ethnies qui ont des niveaux technologiques différents. Je me rappelle un jour, j'avais un ami qui avait fait une expédition en Nouvelle-Guinée et qui était spéléologue. Et il faisait de la spéléo sous-marine. Donc il était allé en Nouvelle-Guinée pour plonger dans des avennes et faire des passages de rivières souterraines, etc. Moi j'ai fait ça aussi dans le temps. Et donc il a fait ça dans les années 60. Et quand il était là-bas en expédition, des militaires de Nouvelle-Guinée lui servaient d'interprète avec les gens du village. Donc ils vont là-bas, tout se passe très bien, ils plongent avec leurs bouteilles jaunes comme c'était à l'époque, et ils passent leur siphon et tout. Et puis l'interprète lui dit, il y a le chef du village qui voudrait te poser une question. Oui, bon quoi. Il voudrait savoir si tu vas mourir un jour. Un type dit, étrange question, oui, je vais mourir un jour. Ah, alors le chef du village a l'air très très perplexe, et il lui dit, mais tes camarades aussi, ils vont mourir un jour. Oui, ils vont mourir un jour. Enfin, bref. Et là, il a réalisé que pour des gens de Nouvelle-Guinée qui voient des blancs plonger dans des endroits sacrés, franchir des siphons, c'est pas des gens normaux, quoi, c'est des dieux. Il dit, on m'a pris pour un dieu. J'avais pas réalisé qu'en 1960, c'est encore possible. Et c'est sûr que il existe encore des tas de situations où il peut y avoir des choses de genre. Et moi, j'ai mesuré ça quand j'étais au Kenya, en Tanzanie. Il suffit d'être un peu observateur pour se rendre compte
maintenant c'est plus pareil parce que le tourisme s'est beaucoup démocratisé, il y a beaucoup de monde. Mais moi je faisais ça dans les années 70 et je sortais des sentiers battus, j'allais des endroits assez éloignés, et effectivement, où les Blancs venaient assez rarement. Et d'ailleurs, moi je me souviens d'une chose, c'est qu'à l'époque, à Nairobi, il y avait des pancartes disant le gouvernement déconseille tout contact avec la population locale et décline toute responsabilité en cas de problème avec ces gens-là, quoi. Vous êtes... Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes. En fait, il n'y en a jamais eu. Il y en a quand on fait des bêtises. Vous savez, il y a des tabous là-dedans. Par exemple, un jour, j'étais avec des clients, on est arrivé, il y avait un arbre superbe, et dans cet arbre, il y avait des tonneaux qui étaient accrochés. Et heureusement, on a eu l'idée de ne pas monter pour voir ce que c'était des tonneaux, parce que c'était un cimetière. Alors, vous imaginez, c'est de la violation de ces cultures. Alors là, il y a des gens qui peuvent avoir des ennuis avec des choses de genre. Mais quand il y a cette rencontre avec l'autre, justement, vous parliez justement là, il n'y a pas de situation de conflit, il n'y a même pas d'envie. Il n'y a même pas d'envie parce que traditionnellement, le Maasai est quelqu'un de très fier. Ce sont des guerriers. D'ailleurs, il y a une chose qui m'a toujours frappé, moi, c'est, vous savez qu'ils font tous 1m85, c'est une race extraordinaire. On est vraiment des nabots à côté, on est des maigrichons, quoi. Ils sont magnifiques. Et il y a toute une façon d'acquérir le statut d'homme et de guerrier là-bas. Ils ont des toges rouges, ils ont des lances qui ressemblent beaucoup à des pilums, ils ont des sandales, ils ont quelquefois une façon d'arranger leurs cheveux qui ressemble à un casque. Et ensuite, ils évoluent en formation. C'est-à-dire que si les Maasai ont conquis l'Afrique de l'Est, je ne sais plus à quelle époque, au XVe siècle, de façon si violente, c'est justement parce qu'ils avaient une stratégie guerrière que les autres n'avaient pas. Les Maasai n'attaquent pas en ordre dispersé, quoi. C'est vraiment une section. Et moi, je me suis toujours demandé, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas une légion romaine perdue, quoi. Vous savez qu'il y a une époque où on recrutait absolument n'importe qui. Et bon, ben là, c'est vrai que quand on voit les sandales, le pilum, la toge rouge, ça fait très légionnaire, quoi. Mais bon, le Maasai est un dominant par rapport aux autres tribus, très craint et tout ça. Et ils ont aussi une conception de l'humanité qui est très hiérarchisée. Il y a leur dieu Ankai, en dessous il y a le bétail, les vaches, et puis il y a les Maasai qui sont les servants du bétail, et puis le reste. Et le reste, ça ne vaut pas grand-chose, quoi. Donc, c'est quoi le reste ? Les autres êtres humains, quoi, je veux dire, y compris nous. Je veux dire que c'est pas parce qu'on arrive avec des belles voitures et des chromes qu'on peut la ramener. Il y a une histoire très amusante qui tournait à l'époque où j'étais là-bas. Les Anglais, qui justement avaient été les colonisateurs de cette région, avaient décidé un jour d'emmener 2 Maasai pour leur faire des études en Angleterre. Donc ils emmènent ces 2 gars-là, et puis ils restent quelques années, et puis après ils reviennent au pays. Et quand ils sont revenus au Kenya, les autres leur ont dit, alors comment c'est l'Angleterre ? Oh, bon, ça vaut pas vraiment, ça vaut pas le déplacement, quoi. Et alors, il y a l'autre histoire, un jour, il y a un type qui tombe en panne avec sa voiture, et il y a 2 Maasai qui s'approchent, et il essaye de leur faire comprendre par geste que sa voiture est crevée, est-ce qu'il n'y a pas un garage, etc. Et le type lui répond avec un anglais oxfordien, si vous commenciez par parler un anglais correct, on pourrait peut-être vous aider. Donc, il y a le fait que dans cette confrontation, il n'y a pas du tout de situation de dominance, c'est simplement de la curiosité, quoi. Et là, on était donc un groupe de Français, et puis les villages dans lesquels on se trouvait, il y a l'observation, chacun observe l'autre. Et eux, ils nous observent, et tout ce qu'on peut faire est mystérieux. Par exemple, moi, je dessinais. Et si vous regardez dans l'iconographie, ils ne font pas de statuettes, ils ne font pas de dessins, il n'y a pas de peinture rupestre, il n'y a rien. Il y a surtout des choses faites avec du fil métallique et des perles. Vous voyez, les costumes.
Et les gens qui vont au Kenya et qui reviennent avec des statuettes de rhinocéros et de girafes, ça c'est fabriqué en Indonésie, quoi, c'est importé. Les Maasai font pas ça. Donc ils ne connaissent pas les arts graphiques. Et quand vous prenez leur costume, c'est pas non plus de l'art, c'est un uniforme. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui sait lire, il voit une femme, ça veut dire qu'elle a 3 fils, il y en a 2 qui sont circoncis, le 3e ceci, etc. Vous voyez, c'est comme si on disait, tiens, ce type-là est militaire, il a 3 bandes jaunes en haut, non, il est capitaine, quoi. Donc là, eux, ils ont ce genre de choses-là. Et le dessin, pour eux, c'est mystérieux. Arrive tout d'un coup déjà une feuille de papier. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'une feuille de papier? Quand vous prenez par exemple les Sioux, les Indiens des Grandes Plaines, qui d'ailleurs ne s'appellent pas les Sioux, ils s'appellent les Lakota. Hein, et il est connu qu'ils utilisaient des peaux de bison tannées pour raconter des histoires de chasse, hein, dans lequel, enfin, il y a une iconographie avant l'arrivée des Blancs, avant l'arrivée des Américains, où les Sioux racontaient des histoires, tandis que les Maasai ne font pas ça du tout, la tradition est uniquement orale. Donc, une feuille de papier et le fait de tracer des traits, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas, quoi. Alors, en plus, lorsque la personne qui trace le trait fait avec ça une forme, et que ça ressemble à un type, ça c'est de la magie, vous voyez. Donc, mais c'est pas du tout, vous voyez, c'est pas du tout une magie qui est perçue comme néfaste, parce que par exemple, il y a des tas de cultures où, quand on fait le portrait de quelqu'un, on lui vole son âme. Et ça, c'est lié à la sorcellerie. Hein, je veux dire, photo aussi. Ouais, à la photo, tu ne feras pas d'image, bah oui, parce qu'avant, les poupées de cire, les trucs comme ça y allait, quoi. Donc, il y a des tas de cultures où les gens ne veulent pas qu'on leur prenne leur image, parce qu'on leur prend leur âme. Non, les Maasai, c'est pas leur problème, quoi. Donc, à ce moment-là, quand on fait leur portrait, ils regardent. Et puis alors, pour eux, c'est très mystérieux. Alors vous imaginez, moi, comme je dessine assez vite, j'ai passé mon temps à écumer cette région en laissant des portraits de tout le monde. C'était adorable. Et vous me racontiez aussi, vous les aviez pas mal impressionnés d'une autre manière, avec votre igloo. Oui. Alors ça, par exemple, voilà, encore un exemple de, comment dire, de saut technologique tout à fait étonnant. Mais tout est bizarre. Avant de parler de l'igloo, j'avais un matelas pneumatique. Donc, je mettais le matelas pneumatique près du feu. Et je disais au vieux Maasai de s'asseoir sur le matelas pneumatique. Et ils s'asseyaient dessus avec beaucoup de prudence. Mais pour eux, c'était pas un siège, c'était une espèce d'instrument métaphysique. Je sais pas, c'était un tapis volant. Bon. Alors là, moi, j'avais amené une tente, comment ça s'appelle, une tente igloo. Donc une tente igloo, vous voyez, avec les 4 arceaux et tout ça, biplace. Bon, et tout d'un coup, je trouve que ma tente igloo est pleine de poussière, de cochonneries, donc je vais la vider. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend la tente igloo et on la prend comme ça, on la secoue, et à ce moment-là, tous les Maasai partent en courant, parce qu'ils se disent, un type qui est capable de soulever une maison comme ça. Voilà, c'est assez extraordinaire. Et alors là-dedans, bon, il y a ce côté mystification qui est très curieux. Et comment est-ce qu'on fait pour, comment dire, pour échanger avec ces gens-là? Où se trouve l'interface? À quel moment est-ce qu'on parle le même langage? À un moment, on était autour du feu, le feu venait à baisser, et là je me suis baissé et j'ai ranimé le feu. J'ai pas utilisé un laser pour faire ça, oui. Et à ce moment-là, il y a eu une grande discussion, ça les a beaucoup surpris, parce que là, je faisais quelque chose qu'ils connaissaient. Alors que prendre un briquet et faire une flamme, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, moi j'ai des souvenirs absolument adorables de trucs comme ça, parce que quand vous allez là-bas, par exemple, avec votre véhicule, ils cherchent absolument pas à vous voler ou quoi que ce soit. Non, la propriété, c'est pas leur problème, quoi. Et je me rappelle, il y avait 2 jeunes Maasai qui avaient passé la nuit sur le siège avant de la voiture. Et visiblement, ils avaient dû toucher tous les boutons, ça marchait pas, parce qu'ils n'avaient pas mis la clé de contact. Et je les vois assis comme ça, perplexes. Ah, je dis non, une fille. Et à ce moment-là, je mets le contact. Et à ce moment-là, ils ont pu faire marcher les essuie-glaces, le klaxon, les phares, sans savoir à quoi ça ressemble. Parce que ces gens-là ne connaissent pas la roue, hein, ils savent pas ce que c'est. Donc, saut technologique, quoi. un saut technologique. Hein. Maintenant, on apprend des tas de choses. Par exemple, moi j'ai appris que quand on lançait un javelot, on le faisait tourner. C'est comme ça qu'on arrive à avoir ils prennent leur javelot comme ça et ils le lancent en le faisant tourner, ce qui donne une meilleure précision. Hein, en le faisant briller, quoi. Voilà. Bon, si vous voulez, le dessinateur est un magicien, mais bon,
je joue aussi de la guitare. Et là encore, au point de vue instrument de musique, vous connaissez les guimbardes, hein, c'est une espèce de petit truc dong, 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 avec un clou, quoi. Bon, alors la guitare, c'est comme si j'arrivais avec un orgue, quoi. Vraiment, là, c'est vraiment... Donc là encore, il y a ce côté complètement mystérieux. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui arrive à vous tirer le portrait? Parce que quand on fait un dessin avec une feuille de papier, ce qui les intéresse, c'est le crayon. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils regardent ce crayon en se disant il y a quelque chose qui sort de cet objet magique. Pour eux, c'est ça, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Et l'instrument de musique, comme ça, c'était pareil, quoi. Donc là, il y a ce côté fascinant de ce dialogue entre des gens qui sont à des époques très différentes. Est-ce que ça vous apprend justement sur la guerre en général et sur son rapport avec l'armée? Leur armement, moi c'est ce qui m'a intéressé, le fait qu'ils aient dominé complètement la région à un certain moment. Là, je vais reprendre une chose parce que c'est l'exemple d'un moment de magie extraordinaire. Bon, j'étais allé là-bas avec une vieille paire de jumelles qui appartenait à ma famille, quoi. Et un jour, j'étais avec des chefs Maasai à côté de moi, et il y avait la pleine lune. Et je regarde la pleine lune avec mes jumelles. Et je prends le bonhomme, et je lui dis, regarde. Et il prend ça. Oh mon Dieu, tout d'un coup, il voit la lune énorme comme ça. Et il se met à raconter ce qu'il voit, quoi. Alors ses voisins sont là en disant, donne-nous cet objet magique avec lequel on voit la lune si gros. Et il finit par se laisser faire. Le type lui arrache carrément la paire de jumelles, et là il a un geste formidable. Il prend la paire de jumelles et il fait comme ça. C'est-à-dire qu'il que la lune était dedans. Parce que pour lui, ce truc-là, on met les jumelles vers la lune, mais après la lune rentre dedans. Donc après, il faut la trouver, quoi. Bon. Donc vous voyez, rien que le fait que la lumière se déplace en ligne droite, c'est un concept qui leur est complètement étranger. Donc là, je leur ai offert la paire de jumelles. Bon, ils ont quand même senti que c'était un cadeau de prix, quoi. Hein. Donc le chef m'a demandé ce que je voulais en échange. Et à ce moment-là, je lui ai demandé son bâton d'acacia qu'il avait sous le bras. Et ça, c'est un signe d'appartenance clanique. C'est le bâton pour diriger les troupeaux. Donc ça veut dire je veux faire partie de ta tribu. Et un grand moment d'émotion parce qu'il m'a saisi par le bras. J'ai compris le message, quoi. Alors le lendemain, on part. Et tout content. Vous savez, cette histoire de jumelles, vous avez une scène analogue dans le film Danse avec les loups. Quand vous avez Dunbar qui est là et qui participe à une chasse au bison avec ses Indiens. Et à un moment, il est là avec sa longue vue, et il voit les bisons, et il passe la longue vue à l'Indien. Oh tout d'un coup, il s'aperçoit qu'on voit les bisons. Donc, je leur laisse cet instrument magique avec lequel on peut voir les objets. Et au moment de partir, j'ai une idée. Je désigne la paire de jumelles et il me fait signe que oui, il a compris comment ça marchait. Et simplement, s'il la retourne dans l'autre sens, à ce moment, les objets sont plus petits. Alors là, c'est la compréhension totale. Vraiment, c'est que cet objet, quand on le regarde dans ce sens-là, ça grossit la Lune, sinon elle est encore plus petite que d'habitude. Bon. Donc vous voyez, c'est fascinant, quoi, ce gap technologique. Alors, ça peut vous faire comprendre un peu que nous pourrions être les Maasai des autres. Que si un jour une ethnie extraterrestre débarque, il suffit de pas grand-chose pour qu'on comprenne rien à ce qu'on voit, c'est tout. Voilà, donc je crois que dans une DVD précédente, j'avais évoqué simplement ce que c'est qu'un téléphone portable qui permet de téléphoner à l'autre bout de la Terre. Bon, ben là, même une télévision, mais une capture d'image. Si on continue comme ça avec notre progrès technologique, c'est pas moi qui ai dit ça, mais la technologie de demain, c'est la magie d'aujourd'hui, quoi, c'est tout. Non, je vais revenir un peu à cette histoire des papous, parce qu'il y a justement un truc très intéressant. Donc j'ai dit qu'il y a un incident militaire, c'est-à-dire que les papous passent à l'attaque et ils se font ratatiner complètement par les Blancs. Et les Blancs décident de montrer l'efficacité de leurs armes en arrivant dans les tribus de façon à ce soit dissuasif, quoi. Et le seul animal que les papous connaissent, c'est le cochon. Donc à ce moment-là, quand les Blancs arrivent dans un village, ils prennent un bâton et ils tuent un cochon.
Alors le type s'aperçoit que c'est un bâton pour tuer les cochons. Mais justement, il fait pas la différence avec s'imaginer que ça peut aussi tuer les hommes, quoi. Dans cette série-là, Premier Contact, à propos de ces vidéos magnifiques, faites par ces ethnologues, qui sont malheureusement pas disponibles, moi j'en ai pas gardé une copie en VHS, il y a une histoire que je trouve exemplaire et fascinante. C'est-à-dire que ces frères Lay, quand ils étaient dans ces différentes tribus, d'abord ils ont fini par trouver de l'or, hein, et quand ils ont trouvé de l'or, ils ont essayé d'utiliser la main-d'œuvre locale, et c'était d'autant plus facile que ces gens ne savaient pas du tout ce que c'était qu'un salaire et de l'argent. Donc il n'y a rien de plus facile pour les exploiter, quoi. Hein. Et surtout quand on se fait passer pour des dieux. Et quand les Australiens, qui étaient des ruffians pas possibles, ont compris qu'ils pouvaient mystifier les Papous, alors là ils en ont rajouté. Ils sont arrivés par exemple avec une poupée en celluloïde. Quand je dis qu'ils sont arrivés, ils avaient donc la radio, et quand dans une certaine vallée du Vagui, ils ont trouvé des filons aurifères, ils ont dit est-ce que on pourrait pas venir avec un avion? Donc à ce moment-là, il y avait une liaison aéronautique possible, et ma foi, ils avaient pu trouver, ça s'étend déjà sur 2 années, quoi, un guide qui puisse servir d'interprète. Donc il faut absolument disposer d'une piste d'atterrissage. Donc à ce moment-là, comment expliquer qu'un avion va atterrir? Eh bien, ils expliquent qu'il y a un Dieu qui va venir, et ce Dieu va venir et il va se poser sur ce terrain, et si jamais il y a des pierres et des racines, il va se fâcher. Donc il faut absolument nettoyer le terrain, le rendre bien plat, sinon le Dieu se fâche. Donc les Papous, très obéissants, travaillent pour tasser la terre et faire en sorte que ça constitue une piste d'atterrissage tout à fait convenable. Ensuite, l'avion arrive, et il est piloté par un Australien de grande taille, c'est 1m90, qui impressionne beaucoup les Papous, et il atterrit. Et à ce moment-là, là encore, dans cette enquête ethnologique qui est faite 40 ans plus tard, les témoins, les jeunes témoins de cette scène racontent ce qu'ils ont fait, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu l'avion arriver? Eh bien, moi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait dans ma culotte. Vous savez que quand on est soumis à une émotion terrible, à ce moment-là, on pisse dans son froc et tout ça. Et ils ont tous fait pareil, quoi. Et ils ont eu une peur terrible, quoi. Donc, c'était un ovni, ce machin-là. Ce truc atterrissait. En plus, une fois que ça atterrit, il y a quelque chose qui est ouvert, il y a un homme qui est sorti, en plus avec un casque, des lunettes. C'est vraiment la totale complète, quoi. Hein. Bon. Donc, ce système-là a permis de mystifier les Papous. Et là encore, quelquefois ça nous pose des questions sur nos religions, quoi. Si on dispose d'une avance technologique importante, on peut mystifier des populations, on peut les manipuler, on peut les orienter. Et là, c'était simplement pour les exploiter, pour leur prendre leur or, c'est tout. Hein. Mais grâce à l'avion, ils ont pu amener une poupée de celluloïd. Alors c'est incroyable, parce que quand on voit les femmes papous qui regardent un bébé en celluloïd, qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Il y a aussi une scène qui est filmée, qui se trouve dans le DVD, qui est magnifique, où ils leur font écouter un disque. Et à ce moment-là, ils écoutent cette musique, c'est une chose fantastique. Et des années plus tard, les ethnologues reviennent et passent aux tribus un film en noir et blanc de l'époque. Donc ils voient leur grand-père, et ça aussi, c'est voilà. Donc les Australiens utilisent ça pour affermir leur autorité sur les autochtones, et en particulier, ils se débrouillent pour les acheter. Alors ils achètent comment? Là, j'aimerais qu'on fasse une petite pause, parce que j'ai un objet comme ça, qui vient de Papouasie. Je vais le chercher. Je vous avais dit que je vous amènerais un objet tout à fait étrange. Cet objet, c'est ça. Hein. Donc ça vient de Papouasie. Alors, vous devez vous dire, mais il est allé en Papouasie acheter ça. Pas du tout. J'ai trouvé ça sur un marché d'Aix-en-Provence. J'ai acheté ça pour 3 francs 6 sous, parce que, vraisemblablement, la personne qui revendait ces objets-là, ne connaissait pas leur valeur. Et ce sont des quinas. Les quinas, c'est des coquillages. Donc voilà un collier
traditionnelle avec des coquillages, et surtout ces coquillages-là. Et ça a beaucoup de valeur. Je crois d'ailleurs qu'un collier comme ça vous permet d'acheter 3 femmes, carrément. Hein. Donc, ces coquillages existaient dans les tribus papoues et transitaient très lentement depuis la côte. Et les Blancs se sont rendus compte de la valeur que ces coquillages pouvaient représenter. Donc, ils ont fait venir par avion. Et à ce moment-là, ça leur a permis de salarier leurs ouvriers avec des choses qui avaient une valeur extraordinaire. Ce que faisant, d'ailleurs, ils ont effondré leur monnaie, parce qu'à force d'amener des coquillages, vous voyez, c'est extraordinaire comment on arrive à fabriquer des catastrophes, même monétaires, avec des choses de ce genre. Voilà. Et il y a aussi, à un moment, les Blancs ont emmené un papou en avion à Port Moresby, sur la côte. Donc on voit toute cette séquence qui est filmée, je crois que c'est dans le DVD. Le type, qui est un jeune, qui doit avoir 17-18 ans, il monte dans l'avion avec sa lance, très impressionné, puis il regarde par la fenêtre, vous imaginez, il est carrément dans une soucoupe volante, le beau vieux. Alors il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, et là, en particulier, il découvre une chose dont il ignore totalement l'existence, c'est la mer, c'est l'océan. Hein, et sur cette plage, il y a des coquillages avec de la nacre, une chose qui a une telle valeur pour lui. Donc, il s'approche pour essayer de prendre un de ces coquillages. À ce moment, il y a une vague qui éclate et il pense que c'est la mer qui se fâche. Il part en courant. C'est fabuleux, un truc pareil. Alors, là aussi, ce qui est assez fascinant, c'est que finalement, on ne retient d'une observation que ce qu'on peut comprendre. Hein. Quand on ne comprend pas, on ne voit pas. Hein. Donc, le papou est allé là-bas, il y avait des voitures, il y avait des tramways, il y avait tout ce qu'on veut, c'est quand même une ville assez développée, mais lui, il n'a retenu qu'un certain nombre de choses. La première, c'est qu'il a tenu à avoir une bouteille dans laquelle il y avait de l'eau salée, et cette eau salée, c'était l'endroit dans lequel on trouvait les coquillages, ce qui avait de la valeur, quoi. Et puis ensuite, les animaux, il y avait des chevaux, donc pour lui, les chevaux, c'était des cochons géants. Donc, de manière à ramener une preuve de l'existence de cochons d'une taille pareille, il a ramené un crin de cheval. Et après, il est filmé en train de montrer ce crin au papou comme preuve, comme quoi il y a des cochons qui font une taille considérable. Mais c'est extraordinaire, cette différence totale qu'il y a entre les civilisations. Et vous pensez que si nous, on était amenés dans une civilisation comme ça, complètement étrangère, on pourrait avoir le même genre de réaction? Mais complètement, complètement. Malgré toutes nos connaissances scientifiques, etc. Oui, moi je pense que c'est complètement évident, quoi. Dans cette... j'insiste beaucoup sur cette histoire des papous, des choses comme ça, parce que c'est une sorte de révélateur de ce qui se passe chez nous-mêmes. Hein. À un moment, donc, les Blancs se sont installés dans cette vallée et ils exploitent la main-d'œuvre locale pour extraire l'or et tout ça. Puis, ma foi, il faut bien se distraire, donc pourquoi ne pas aussi avoir des femmes? Alors, avoir des femmes, c'est relativement facile parce que on n'a qu'à les acheter contre ces très précieux coquillages, quoi. Et les frères Lay ont des liaisons avec des femmes papous. Et les ethnologues en question retrouvent ces femmes, dont l'une a été la mère d'un métis, quoi. Et ils leur demandent quelle a été votre réaction quand vous avez été emmenés vers la tente des Blancs. Et elles répondent tout de suite qu'elles avaient une peur terrible parce qu'elles pensaient qu'ils voulaient les manger. Et simplement, quand ils ont compris qu'ils voulaient simplement les sauter, alors là, il n'y a pas de problème. Ça, c'était vraiment moindre mal, quoi. Voilà, et à ce moment-là, de cette rencontre naît un métis qui, à ce moment-là, n'est pas élevé par Michael Lay, mais par son frère, dans une fondation un peu protestante. Et il fait des études et il devient contremaître dans une exploitation de café. Et ma foi, chez les Blancs, il n'est que contremaître, il a beau être intelligent et tout ça, il n'a pratiquement pas beaucoup d'avenir. Donc, il décide de retourner dans sa tribu natale qui ne l'accepte pas vraiment. Et il est finalement accepté dans une tribu voisine dont le chef s'appelle Popina. Et à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas de problème de langage. Il lui explique que les Blancs ont des tas de choses formidables, ils ont des automobiles, ils ont ils montrent toute cette espèce de richesse que l'autre connaît déjà. Et la solution,
c'est que Popina accepte qu'on fasse une exploitation de café sur ses terres. Donc le chef pense effectivement que c'est un bien pour la tribu. Et tout s'enchaîne, et le métis papou australien va en Australie et obtient un prêt pour acheter du matériel, et en très peu de temps, il y a automobile, il achète même une Mercedes, et de quoi, comme il est quand même assez calé sur ce domaine-là, de quoi cultiver le café et exploiter le café. Et à ce moment-là, les papous espèrent qu'à un moment il y aura un certain retour de tous ces efforts qu'ils font, puisqu'ils travaillent pour rien dans cette entreprise de café. Et en particulier, on leur avait promis une automobile. Et il y a une scène filmée comme ça où Popina proteste en disant « mais où est mon automobile ?» Et à ce moment-là, le métis dit « oh, on va prendre cette espèce de vieux 4x4 pourri, on a qu'à leur filer, quoi. » Et à ce moment-là, il leur file le 4x4 et les autres partent avec ce 4x4 en miettes. Et alors après, il y a une évolution qui est fascinante, c'est qu'à un moment, le cours du café s'effondre. Je ne sais plus pourquoi, mais enfin bon, il y a effondrement des cours. Et à ce moment-là, l'opération n'est plus aussi rentable. Et le métis, je ne me rappelle plus quel est son nom, Joey leur explique qu'il va falloir pendant des années travailler pour rien parce que là, c'est la crise. Vous savez, on entend bien ça actuellement. C'est la crise, donc vous ne comprennent pas. Ils ont passé 3, 4, 5 ans à travailler comme des bœufs. Et puis là, on leur explique encore qu'il faut continuer sans salaire, sans rien, parce que c'est la crise. Et à ce moment-là, les choses tournent mal. Ils se mettent en grève, ils foutent rien. Le café n'est plus recueilli. La situation devient même dangereuse et une guerre tribale éclate entre la tribu de Popina, qui est sollicitée comme alliée d'une autre tribu qui est en guerre avec une troisième, etc. Et on s'aperçoit que ces guerres tribales, à l'époque, dans les années 70, continuaient plus que jamais, comme en 1930. Quoi. Donc les tribus s'affrontent, et là, et j'insiste sur ce point, c'est qu'ils ont quand même compris comment marchaient les armes à feu. Donc ils ne se sont pas procurés les armes à feu, par contre, ils utilisent des cartouches de chevrotine, et ils les tirent avec des tuyaux de chauffage central avec des clous et un ressort. C'est-à-dire qu'autrement dit, quel a été le bienfait des Occidentaux, enfin de la civilisation moderne, l'apport par rapport à ces gens-là, ils disposent d'armes beaucoup plus efficaces qu'ils avaient avant. Vous voyez, c'est très important un truc comme ça, parce que ça nous fait réfléchir un petit peu. Le progrès technologique, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence? Eh bien, là, vous avez un exemple comme quoi, avant, on s'envoyait des flèches dessus. Là, maintenant, on peut se tuer avec des armes à feu beaucoup plus efficaces. Et le film est très émouvant parce que Popina, qui est un petit bonhomme, 50-60 ans, quoi, il réalise qu'il a fait le malheur de sa tribu, que c'est une catastrophe, que tout part complètement en live. Et il décide de se suicider en partant sans armes au plein milieu du champ de bataille pour se faire tuer, quoi. Et effectivement, il est touché par une flèche, et dans le film, l'ethnologue l'interviewe, il est blessé. Et alors il y a une chose aussi qui est terrible, c'est que les Australiens, voulant absolument faire cesser ces guerres tribales, ont simplement décidé de ne pas soigner les blessures par flèche. Donc ça veut dire, quand vous avez vos guerres tribales, si vous venez dans les infirmeries avec des blessures par flèche, on ne vous soigne pas, quoi. Donc voilà un peu comment se termine ce film. Quant à Joe Ley, il revient en Australie, il essaye de devenir citoyen australien, mais pour ça on lui demande d'amener une somme d'argent qu'il n'a pas. Et la dernière image, c'est ce type qui part au milieu d'une foule comme ça d'Australiens. Donc la rencontre, ça nous arrive tous les jours, tout ça. Je veux dire que vous avez le commerce des armes, vous avez l'apport technologique, vous avez qu'est-ce qu'on apporte comme bien à des peuplades. C'est comme ça qu'on va les appeler. Nous sommes des peuplades, de toute façon, hein, en leur amenant des fusils. Mais la colonisation, par exemple, avait aussi apporté les routes, les hôpitaux, etc. En plus des armes.
Oui, bien sûr, elle apporte les routes, les hôpitaux, je sais bien, mais elle apporte aussi beaucoup d'autres choses. Alors là, toujours au chapitre justement de ces technologies militaires, moi j'aimerais évoquer un petit peu ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle avec le Japon. Parce que là justement, le Japon, il est un peu en ce moment au cœur de l'actualité avec Fukushima, avec ses accidents nucléaires, etc. Et c'est extraordinaire, c'est de faire un petit retour sur l'histoire du Japon. En 1850, le Japon est au Moyen-Âge, carrément. Hein. C'est-à-dire que dans l'île, il y a un shogun, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui était un petit peu le président d'un syndicat de barons qui ont des terres. Et ces barons ont des groupes de samouraïs qui leur sont entièrement dévoués. Et quant à l'empereur, c'est surtout un personnage religieux qui, par tradition, est descendant d'une déesse, etc. Et on lui voue un respect absolument considérable. Et lorsque tout d'un coup arrive un empereur qui est l'empereur Meiji, si vous allez voir dans Wikipédia, dans une encyclopédie, les photos, vous verrez la tête de cet empereur Meiji. C'est un bonhomme à tous âges, vraiment il a l'air d'avoir une très forte personnalité. Et ce type-là, avec son entourage, comprend que l'Indochine vient d'être colonisée par les Français, que les Philippines sont entre les mains des Espagnols et bientôt des Américains, que tous ces pays-là, l'Indonésie est entre les pattes des Hollandais. Hein, voilà. Donc eux, ils vont y passer aussi, quoi. Alors ils ont beau être très hostiles aux étrangers, un jour ça va mal se terminer. D'ailleurs, il y a un coup de semonce qui se produit. Je crois que c'est en 1854, le Commodore Perry américain, arrive avec sa canonnière et il mouille dans une baie de Tokyo, dans une baie du nord-est du Japon, et demande à ce moment-là être reçu par l'empereur, enfin, etc., etc. Et là, on lui fait comprendre que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, que lorsqu'un étranger arrive au Japon, il faut qu'il commence par se présenter. Je me rappelle plus quel est le port en question, mais Nagasaki, c'est ça. Il faut faire le tour. Non, c'est pas par là qu'on rentre. On rentre par Nagasaki. Nagasaki, c'est à 800 km. Alors, le Commodore Perry dit, écoutez, bien gentil, moi j'ai traversé le Pacifique en bateau. Alors, les Japonais sont très fermes en disant que chez eux, la tradition c'est comme ça. Alors, Perry fait une chose pour les impressionner, il tire au canon. Et vous vous rappelez que les Japonais connaissaient l'arquebuse depuis longtemps, les armes à feu, vous voyez ça dans les films sur les samouraïs. Mais entre une arquebuse et un canon de cette taille-là, c'est pas pareil. Donc Perry tire au canon dans la baie, et là, ça impressionne un peu tout le monde. Donc à ce moment-là, il est autorisé à débarquer. Normalement, il y a des lettres de créance, un vague contact qui s'établit, mais c'est pas une colonisation, quoi. Hein. Mais l'empereur Meiji dit, c'est le début. Si on ne réagit pas, on est foutu. Et à ce moment-là, ils ont une réaction fantastique. C'est que de manière très très posée, ils décident de passer du Moyen-Âge au 19e siècle. C'est-à-dire, laissons tomber les arquebuses, les armées de samouraïs, etc. Il faut absolument qu'on se conforme aux normes et aux technologies de nos futurs adversaires. Et à ce moment-là, ils vont chercher, un peu comme avait fait, vous savez, Pierre le Grand avait fait ça. Pierre le Grand, empereur de Russie, avait visité l'Europe, avait été très impressionné par le fait que les Européens avaient des bateaux à voile très puissants, les Anglais par exemple. Donc Pierre le Grand a construit une Russie moderne qui avant était pilotée par des boyardes qui ne savaient même pas lire et écrire. Et Pierre le Grand a demandé à ce qu'il y ait une marine russe, etc. Donc il a essayé de faire progresser la Russie. Là, c'est l'empereur Meiji qui fait pareil. Donc il se dit, il envoie ses émissaires en Europe. Il n'y va pas lui-même, et il y en a qui disent, ben voilà, pour ce qui est de technologie, c'est ce pays-là qui est plutôt bon, là c'est plutôt les Allemands, là c'est plutôt les Anglais, etc. Ok, dit Meiji, on va faire venir tout le monde. Hein. Et il y a une chose qui impressionne beaucoup aussi les Japonais. À un moment, ils commencent à s'ouvrir un petit peu aux pays occidentaux, lesquels viennent avec des appétits de colonisation. Hein. Et les Japonais ont acquis quelques bateaux.
en fer quand même, et arrive à croiseurs français dont le tonnage est égal à tout le tonnage de la flotte japonaise à l'époque. Donc là, Meiji se dit il faut absolument qu'on fasse des gros bateaux, quoi. Alors là où c'est assez amusant, c'est que ce genre de choses-là, ils vont demander ça à un polytechnicien qui s'appelle Louis-Émile Bertin. Et Louis-Émile Bertin est un pionnier pour la marine militaire française. Parce que très vite, il comprend que faire des bateaux de guerre modernes, ça ne consiste pas à mettre des blindages en fer sur des bateaux en bois. Hein. Ça ne consiste pas non plus à mettre des moteurs à vapeur sur des bateaux à voile, quoi. Il faut carrément passer à la ferraille et au moteur à vapeur point à la ligne, quoi. Donc Bertin est un visionnaire. Un peu comme Jules Verne, c'est un peu triste, c'est qu'il est visionnaire militaire uniquement. Hein. Il a d'ailleurs des tas de hauts faits, il participe, il est amiral, il n'est pas qu'ingénieur militaire. C'est-à-dire qu'on peut dire c'est typiquement l'ingénieur militaire, le type qui va concevoir des armes très puissantes. Donc là-dedans, c'est d'abord le bateau entièrement en métal, ensuite la coque cloisonnée. Lorsqu'on est touché par un obus, il y a tellement de cloisons que, ma foi, on ne coule pas. Il y a aussi le bateau qui est ventilé. Lui aussi, il invente plein de choses comme ça. Et la propulsion rapide, Bertin dit, un bateau de guerre, ça doit aller vite, ça doit être rapide. Et effectivement, lorsque il y a un affrontement avec les Russes, et la guerre russo-japonaise, elle ne demande qu'à éclater. Pourquoi ? Parce que les Russes cherchent à avoir un accès sur le Pacifique. Hein. Ils ont à l'extrémité de la Sibérie le Kamchatka, mais le Kamchatka, il fait froid. Donc l'hiver, c'est gelé, et il n'y a pas de port qui soit commode. Donc pour avoir un port convenable, il faudrait avoir accès à la mer du Japon. Donc forcément, l'affrontement est inévitable. Et les Russes ont une flotte, et les Japonais se dépêchent de se doter d'une flotte moderne. Et Bertin va passer 4 ans au Japon, et en 4 ans, il dessinera 200 unités. C'est un type qui travaille énormément, qui a une créativité fantastique. Et à une époque où l'empereur du Japon est censé être extrêmement méprisant sur tout ce qui n'est pas japonais, Meiji comprend très vite que Bertin est un type très intéressant. Et pour que ça facilite les choses, Bertin reçoit le statut de conseiller privé de l'empereur. C'est-à-dire que carrément Bertin vient au palais impérial et il va directement rencontrer l'empereur, alors qu'autrement c'est totalement impensable. Il faut 6 mois de préalable diplomatique avant de rencontrer. Grâce à ce contact direct, la flotte japonaise se développe très rapidement. Et là, à ce moment-là, il y a un affrontement entre cette flotte asiatique et les Russes. Et cet affrontement se fait à la fois par mer et également sur terre. On pourrait dire d'ailleurs que c'est un petit peu le début de ce qu'on appelle les opérations combinées. C'est-à-dire que c'est vraiment marine, il n'y a pas encore d'aviation, mais il y a la terre, il y a aussi les Russes qui utilisent beaucoup le chemin de fer pour transporter leurs troupes et tout ça. Mais alors là où vraiment les Japonais révèlent une supériorité inimaginable, c'est avec les bateaux de Bertin. Et les bateaux japonais vont 2 fois plus vite que les bateaux russes. En plus, Bertin avait eu aussi cette prescience en disant un bateau de guerre, ça doit avoir des calibres considérables. Donc les canons des bateaux japonais ont des obus pas croyables. Alors vous savez, le calibre des obus de marine, c'est aussi la portée. Donc si vous arrivez sur un combat et que vous avez des obus qui portent à 6 ou 7 km et que les autres c'est 1500, eh bien vous arrivez à détruire l'adversaire à distance, il ne peut même pas vous approcher. Donc c'est ce qui se passe. Les Japonais commencent d'abord par avoir un règlement de compte avec les Chinois. Ils viennent, ils leur pulvérisent leur flotte dans le port avant que les autres aient le temps de sortir. Et bon, vous voyez, donc là-dedans, c'est la technologie militaire. C'est comme ça que le Japon a réussi à coloniser une bonne partie de l'Asie, en fait. Ah oui, malgré leur retard initial. Ah oui, non, mais vous voyez cette accélération phénoménale, tout d'un coup, d'un peuple qui décide de mettre le paquet et de se doter d'une technologie moderne. Et ce faisant, pouf, il dépasse complètement un pays qui a quand même des lettres de noblesse scientifique et technique, et la Russie, qui sont complètement surclassées. Ce qui fait qu'à cette époque-là, les Russes sont complètement balayés de toute cette partie de l'Asie, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont copié les technologies en les améliorant. En les améliorant. Oui, donc c'est déjà, ça commence. Ils copient les technologies en les améliorant. Et de ce côté-là, là,
donc la bataille de Tsushima, je crois que ça se situe en 1905, donc ça c'est un peu l'époque archaïque de cette marine, mais cette marine japonaise continue à se développer, l'armée se développe aussi. L'armée, au départ, on a les samouraïs, et je crois pas me tromper, mais lorsque la Meiji commence à faire évoluer son pays, et on parle de l'ère Meiji, hein, on va rappeler. Je crois qu'il y a 1 million de samouraïs, quelque chose comme ça. C'est pas 15 000, quoi. Je veux dire, tous les petits barons ont leur petite armée privée, avec des samouraïs qui sont là avec leur escopette et leur sabre. Mais l'empereur dit, bon, ben, on va créer une armée. Et une armée moderne. Donc oui, on passe directement du samouraï avec ses draperies, vous voyez, c'est tout ce qu'on l'imagine, son petit chignon sur la tête, etc. Et tout d'un coup, pof, vous avez le costume, la casquette, les galons, etc., l'uniforme, la hiérarchie, les mitrailleuses, boum. Alors, l'empereur dit, ben, moi je veux bien intégrer tous les samouraïs, donc à devenir les cadres de l'armée japonaise, et créer l'armée japonaise. Alors, il y en a qui acceptent, d'autres qui n'acceptent pas, d'autres qui sont traditionnalistes, et donc il y aura une guerre dans laquelle l'empereur sera affronté aux samouraïs, et ça se terminera par un magnifique seppuku du chef des samouraïs qui met fin à ses jours après avoir perdu le combat. Mais bon, là... je continue parce que, vous voyez, il y a une progression là-dedans. Et quand on prend, on peut prendre tous les pays, parce que tous les pays ont ce genre de choses. Mais le Japon, c'est particulièrement important. Parce que, donc, arrive la guerre de 14-18. Alors, on s'est dit, est-ce que le Japon a participé à la guerre de 14-18 C'est une question, oui ou non? Non, il ne me semble pas. Ben si. Si, Si, ils avaient tous leurs beaux bateaux. Ils n'étaient pas partie prenante pour ces conflits, mais ils avaient envie d'essayer leur matériel militaire. Ouais. Alors finalement, ils ont pu utiliser 1 ou 2 navires pour convoyer des navires anglais dans la Méditerranée. Donc il y a une petite présence japonaise comme ça. Bon. Puis après ça a continué, et toujours pareil, il faut bien comprendre une chose, c'est que la flotte, à cette époque-là, ce sont les armes intercontinentales de l'époque, quoi. Actuellement, au point de vue militaire, quand on voit les Français, ils parlent de projeter une force. Hein. Nous avons une force de projection. Bon, là, c'est pareil. Le bateau, ça transporte les troupes, ça apporte... On peut pilonner une ville à distance, on peut détruire un port, on a des torpilles, ou c'est des tas de choses comme ça. Donc, les Japonais ne sont loin d'être en reste, ils sont la 3e flotte du monde dans l'entre-deux-guerres, à telle enseigne que les Anglais et les différents pays potentiellement belligérants décident d'essayer d'introduire un tonnage maximum dans les bateaux et un calibre maximum. Vous savez, c'est exactement comme les accords SALT, hein, c'est-à-dire on a une limitation des armes nucléaires. À l'époque, c'est pas les armes nucléaires, c'est les bateaux. Et à ce moment-là, bon, bah, pas plus de temps de tonnage et pas plus de temps de calibre. Et les Japonais refusent et sortent de ce genre de choses. Ça correspond à l'époque de la SDN et tout ça avec cet échec. Et la puissance militaire japonaise va continuer. SDN, ancêtre de l'ONU. Oui, exactement, Société des Nations, quoi. Et l'impérialisme japonais se développe, mais l'impérialisme japonais, il y a tous les impérialismes. Il y a eu un impérialisme anglais au XIXe siècle, et puis il y a un impérialisme américain. Là, j'ai ce bouquin-là. Qui est de... Moi, j'aimerais bien faire un peu de publicité pour des gens qui ont fait des livres intéressants. Howard Zinn, hein, une histoire populaire de l'Empire américain. Voilà. Bon. Bah, quand on lit ce livre-là, on en découvre des vertes et des pas mûres. Hein. Par exemple, l'Amérique, elle connaît la guerre de sécession. Donc déjà, là, on commence par se taper dessus un bon coup. Puis après la guerre de sécession, mais vous avez ce qui est évoqué dans le film sur la conquête de l'Ouest, là, avec Kelvin Costner. Tous ces militaires qui se sont affrontés par la guerre de sécession, ben, ils ne savent plus trop quoi faire, donc hop, on va conquérir l'Ouest. Donc c'est la conquête de l'Ouest. Puis alors après, quand se termine la conquête de l'Ouest, en 1860, 1870, enfin à la fin du 19e, eh bien, ma foi, les Américains ont déjà une puissance militaire, et ils s'en servent. Et c'est la guerre
hispano-américaine, donc avec la conquête de Cuba, avec ce casus belli qui est la destruction du cuirassé Le Maine dans le port de la Havane, dont on n'a jamais très bien su s'il avait été détruit ou si simplement sa réserve de poudre n'avait pas explosé à cause de la chaleur. Mais de toute façon, pour les Américains, c'est la bonne raison. De cette conquête de Cuba, il en reste Guantanamo. Pourquoi? Guantanamo. Pourquoi? Parce que pour les Américains, Cuba, il y avait des intérêts américains sur le sucre. Le capitalisme américain était déjà développé, déjà implanté à Cuba. Et lorsque ils ont chassé les Espagnols, il y avait 36 bonnes raisons qui étaient données, des raisons de libérer le peuple cubain, mais c'est aussi d'avoir une mainmise sur l'économie cubaine. Les Cubains n'ont pas tellement gagné au change, en particulier ceux qui ont cru que les nationalistes cubains qui ont cru qu'ils allaient pouvoir être libérés, c'est une vaste foutaise. Ils sont passés d'un patron à un autre patron, quoi, c'est tout. Et chez les Américains, il y avait aussi le fait de disposer d'une base militaire stratégique qui leur permettait d'opérer dans les Caraïbes, qui est l'anse de Guantanamo. Ils l'ont toujours. C'est-à-dire que là, Cuba appartient aux Cubains, sauf Guantanamo, où il y a une enclave américaine. C'est tout. Ils sont inexpugnables, un truc comme ça. Et puis il y a un deuxième endroit où ils ont sévi, c'est les Philippines. Et là encore, il y a un dessin fantastique, parce que quand on regarde la distance qui existe entre Cuba et les Philippines, c'est 10 000 miles, c'est la moitié de la Terre. Donc l'aigle américain étend ses ailes depuis Cuba jusqu'aux Philippines. Et après, c'est ce que raconte le livre de Zinn, ils n'ont jamais cessé. Donc il y a eu des guerres de libération, mais il y a un impérialisme américain, et puis il y a eu un impérialisme français, il y a un impérialisme allemand aussi, et japonais. Et japonais, lorsque la guerre 39-45 existe, ils disposent d'une aviation absolument incroyable, très performante, pas du tout en retard par rapport à l'aviation américaine. Ils disposent surtout d'une marine phénoménale. Ils ont le plus gros croiseur du monde, le Yamato, qui a un calibre de 46 cm, 460 mm, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les obus qui sont comme ça. Donc c'est très important, ils ont des porte-avions. Les porte-avions avec lesquels ils vont mener l'attaque de Pearl Harbor. C'est un peu une première, et c'est les Japonais qui le font, d'attaquer à distance comme ça, avec une arme navale qui deviendra une arme de supériorité extrêmement importante dans les guerres futures. Bon. Et il y a un aspect qui est peu connu. Vous trouverez ça dans Wikipédia en cherchant simplement ce qui se réfère à la guerre bactériologique et à Ishii. Dans ces histoires militaires, personne n'est blanc, personne n'est noir, tout le monde est gris, et c'est pas la peine d'essayer de rêver à une sorte d'angélisme militaire chez les uns et chez les autres. On a diabolisé l'Allemagne nazie comme étant l'incarnation du mal. Maintenant, les Japonais en restent. Toutes les guerres qui ont été menées contre la Chine, contre les Russes ou autres, font toujours état d'une cruauté assez spectaculaire, simplement liée au fait que le vaincu n'a pas le droit d'exister, quoi. Pour un Japonais, vous avez peut-être vu le film sur L'être d'Iwo Jima, je crois que c'est ça. Vous vous rappelez, c'est Clint Eastwood a fait 2 films sur Iwo Jima, vu du côté américain et vu du côté japonais. Et lorsque les Américains ont attaqué le Japon, ils ont procédé par le sud-ouest en conquérant des îles de manière à avoir des bases aériennes qui leur servent de point de départ pour les bombardements. Et ils avaient des bombardiers B-29 qui avaient un certain rayon d'action, mais s'ils pouvaient opérer à partir de bases plus rapprochées, le Japon était fichu. Donc Iwo Jima constituait une base aérienne clé, et là, les Japonais ont défendu leur île, et vous savez qu'il n'y a pratiquement pas eu de survivants, quoi.
comment dire, regardez ce film, La lettre d'Iwo Jima, c'est impressionnant parce que on voit le personnage central de cette épopée japonaise, c'est un officier qui semble au départ très occidentalisé. D'ailleurs, il a fait des études aux États-Unis, il discute avec des Américains qui lui offrent d'ailleurs des revolvers avec des crosses de nacre qu'il conserve, etc. Il y a une sorte d'amitié qui se crée. Mais à un moment, un Américain lui dit « Mais s'il y avait un conflit entre nos pays, que feriez-vous » Ben, il répond « Je ferai mon devoir ». Et il fait son devoir. C'est-à-dire que lorsqu'on lui confie le soin de faire la défense d'Iwo Jima, vous connaissez cette histoire, au lieu de localiser la défense sur la plage, au contraire la plage est déserte, et à côté il y a le mont Suribachi, quoi, qui est un volcan éteint, et une truffe de pièces d'artillerie, et les Américains se font tailler en pièces par les armements japonais. Bon, ceci étant, le combat se poursuit pendant un temps donné, mais la supériorité américaine est beaucoup trop importante pour que, en particulier aérienne, quoi, les Japonais n'ont plus rien, n'ont plus d'avion. Et les Japonais se livrent à une résistance absolument désespérée. Et à un moment, il y a une scène où il y a un sous-officier japonais qui s'apprête à passer un soldat par les armes, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il a peut-être tourné le dos à l'ennemi ou un truc comme ça. Et l'officier dit non, il se montre humain, quoi, avec l'air de dire nous avons encore besoin de ce soldat pour le combat, etc. Bon. Mais à la fin du film, il est avec ces hommes, ils n'ont plus de cartouches, ils n'ont plus rien. Et il leur dit nous allons sortir et nous allons affronter les soldats américains à l'arme blanche, qui revient à se faire massacrer, quoi. C'est absurde. Je veux dire ils sortent comme ça, ils sont, je sais pas combien, ils sortent de leur repère, et ils se font massacrer. Et là, il y a quelque chose qu'on comprend pas. Je veux dire que, regardez par exemple les guerres de 14-18, les combattants se livrent à des combats épouvantables, et tout d'un coup, il y en a un qui se rend parce qu'il n'a plus d'armes, parce que ceci, parce que là, et à ce moment-là, son adversaire lui rend les armes. Il y a un salut militaire, les troupes défilent, et enfin, ils sont prisonniers, mais on rend hommage à leur courage. Alors que pour les Japonais, c'est impensable, quoi. Je veux dire que les Japonais ne s'attendraient pas du tout à ce que les Américains leur rendent hommage, parce qu'ils se sont rendus. Donc ils ne peuvent que mourir, quoi. Et sinon, ils perdent la face. Bah, je ne sais pas comment on peut expliquer une chose. C'est culturel. Ouais. Je ne sais pas comment, mais vous voyez, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc là, on se laisse mourir, quoi, c'est tout. Hein. Et inversement, on n'a aucune pitié pour les prisonniers, quoi, c'est tout. Je veux dire que lorsque les Japonais s'emparent des possessions anglaises dans les Philippines, vous vous rappelez qu'il y a une marche, la marche de Batan, comme ça, et c'est épouvantable, les soldats anglais meurent dans un pourcentage très impressionnant, ils sont abattus sur place, ils ne sont pas dignes de vie. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus. Donc la reddition, c'est pas possible. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut garder un petit peu en tête pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement au Japon. Bon, moi je connais des Japonais ici, dans la région, des belles filles japonaises qui ont épousé des Français, etc. Ça permet d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On ne comprend pas comment, face à ce qui se passe à Fukushima actuellement, et face à ce qu'on découvre, on en découvre chaque fois tous les jours, c'est-à-dire que les réacteurs japonais ont été construits en dépit du bon sens. Les gens sont foutus de l'argent plein les poches, c'est scandaleux. Et je veux dire que c'est bien gentil de venir après s'excuser en mettant le front contre terre. Vous voyez d'ailleurs des scènes qui sont reproduites à plusieurs reprises, où il y a un type qui est chargé, par exemple, un peu de la protection civile de la région de Fukushima après la catastrophe, et qui au départ prend des décisions un petit peu sévères et cyniques et tout ça. Puis après ça ne marche pas, mais là il s'excuse devant la télévision en pleurant. On passe du masque impassible au type qui chiale. C'est-à-dire que chez nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je dirais que face à une situation comme celle-là, on a envie de dire, moi si j'étais réalisateur japonais, je dirais écoutez, il y a une petite salle à côté avec un matelas, on vous a préparé tout ça, il y a les sabres en question, il n'y a pas de problème. Mais je crois que les traditions se perdent, quoi, de ce côté-là. Mais cet exemple du Japon que vous donnez montre quand même qu'il est, il est possible de rattraper technologiquement une armée si on s'en donne les moyens. Mais qu'est-ce que ça signifie au niveau de la recherche, au niveau des structures, vous qui le connaissez bien ? Bah là, oui, alors là, effectivement,
comment dire, à propos du nucléaire japonais, on a envie de se dire, bon, bah, c'est vrai que le Japon encore a fait un bond de nouveau. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y avait le Japon de l'après-guerre, écrasé par la puissance américaine, par les bombardements. Il n'a pas été écrasé par l'arme nucléaire, parce que vous savez, il y a eu X morts à Hiroshima, à Nagasaki, mais avant, il y a eu l'incendie de Tokyo avec des bombes au phosphore, il y a eu autant de morts, quoi. Je veux dire que les Américains étaient maîtres du ciel, et ils pouvaient pulvériser n'importe quoi. Bon. Après, l'arme nucléaire a surtout été un outil politique pour éviter que les Russes ne prennent place dans cette région. Et ensuite, les Américains ont compris que l'empereur était un symbole d'unité et que si on tuait l'empereur ou que si on l'emprisonnait, si même on lui faisait perdre la face, c'est une catastrophe. Donc les conditions de la reddition du Japon stipulaient explicitement que la personne de l'empereur serait respectée. Ce qui a permis de conserver cette unité japonaise, quoi. Et Hirohito, au départ, on a tendance à le percevoir comme une marionnette qui a été entièrement manipulée par une junte militaire japonaise. Ça n'est que partiellement vrai. Si vous regardez, vous avez encore accès à toutes les archives dans les encyclopédies, et sur le rôle qu'il a joué, il n'a pas été que passif. Ça n'était pas qu'un chef religieux, c'était aussi un monsieur qui se promenait avec un uniforme militaire sur un beau cheval et qui donnait des ordres et qui signait des papiers. Et en particulier, il a cautionné, au moment de l'invasion de la Mandchourie, l'opération menée par le général Ishii, qui est un général-major général, un médecin. Et ce médecin a tout de suite pensé une chose, il s'est dit, si un jour nous serons amenés à affronter l'Amérique. C'est exactement comme à l'époque où Meiji s'est dit, un jour nous allons affronter les Russes, donc il nous faut de l'armement. Bon ben là, un jour on va être amené à affronter l'Amérique, et il n'était pas encore question d'armes nucléaires à l'époque. Et les Japonais se sont dit, étant donné la puissance technologique de ce pays et notre situation à nous, la seule chose qui peut nous permettre d'avoir le dessus par rapport aux Américains, c'est l'arme bactériologique. Donc, cette arme bactériologique a été projetée dès le début des années 30. Et le général Ishii a monté en Mandchourie un centre qui porte un nom, je ne me rappelle plus l'unité, 731, quelque chose comme ça. Et là, ils ont développé l'anthrax, ils ont développé le bacille de la peste, enfin toutes les choses les plus fondamentales, toutes les saloperies habituelles. Et les cobayes utilisés étaient les Chinois. Mais avec je veux dire, avec un cynisme qui n'a rien à envier, les nazis n'ont rien à envier aux Japonais, quoi. Je veux dire que quand on voit le Mengele qui fait des expériences sur les jumeaux et tout ça, les Japonais, c'était exactement pareil. Je veux dire qu'on attachait on appelait ça des prisonniers, mais c'était éventuellement le premier venu, quoi, des Chinois à des piquets. Et puis, un avion passait en larguant des spores d'anthrax pour voir si on pouvait affecter à l'anthrax les gens avec une sorte de bombardement aérien. Et les soldats japonais frappaient ces gens-là pour qu'ils respirent les spores. Et ensuite, quand on cherche à déterminer les meilleures souches possibles pour les armes bactériologiques, évidemment, on peut les essayer sur des êtres humains, et puis celui qui meurt le plus vite, c'est parce que c'est peut-être la souche la plus virulente. Donc à ce moment-là, si cette souche est virulente, il faut lui prélever son sang. Et il y a, dans un film qui a été diffusé sur Arte, on voit un bonhomme qui a travaillé dans cette unité 731 qui dit lorsque un Chinois mourait le plus vite et qu'il avait la meilleure souche d'anthrax, eh bien il fallait le saigner. Et pour le saigner, mon rôle continuait à sauter à pieds joints sur son cœur pour faire sortir le sang. Et voilà, c'est tout. Hein, bon. Et je veux dire que là, il y a une espèce d'inhumanité totalement surréaliste. Je ne sais même pas si le mot humanité a un sens, quoi. Je veux dire que c'est... dans le nom de code, les Japonais appelaient ces sujets des bûches en bois, quoi. Je veux dire que... Et on est stupéfait quand on va voir ces archives
du nombre de médecins militaires qui ont transité par cette unité. C'est pas 50 personnes, hein, c'est des milliers. Et le nombre de morts. Et en particulier, il y a des témoignages de médecins militaires qui disaient nous étions jeunes médecins et on nous a appris à faire des amputations, on nous a appris à faire ceci, on nous a appris à faire cela. Et à ce moment-là, bon ben voilà, on fait venir un prisonnier, enfin on fait venir un cobaye chinois, et puis voilà, on lui tire 2 balles dans le ventre, débrouillez-vous quoi. Hein, voilà, c'est expérimental. Apprenez à faire ceci, apprenez à faire de la médecine de guerre. Donc vous voyez, jusqu'où les choses peuvent aller. Et encore, vous n'avez pas vu le pire. C'est que dans ce plan d'Ichy, il y avait donc l'idée de développer cette arme bactériologique. Il y a eu des expériences faites sur l'empoisonnement des puits avec des bacilles du choléra, auquel cas, après avoir empoisonné les puits, les Japonais se déguisaient en médecins, disons, et faisaient des piqûres d'eau distillée, soi-disant pour soigner les Chinois, pour voir ce qui se passait, en prenant des notes, quoi. Vous avez eu également des bombardements aériens où on a bombardé des villes chinoises avec des puces infectées par la peste. Et ils ont développé... Bon, oui, c'était... Alors, point suivant, comment transporter cette arme bactériologique jusqu'aux États-Unis? Alors ça, on renvoie au DVD numéro 3 où vous aviez expliqué ça, de même que les sous-marins qui étaient donc ça, juste rappel, si vous vous en souvenez, effectivement, c'est que les Japonais découvrent les jet stream et envoient des ballons qui transportent ces choses-là. Et puis aussi ces fameux sous-marins dont on verra les photos dans ces encyclopédies, qui étaient les plus grands du monde, quoi, ils faisaient 140 mètres de long, un truc comme ça, qui pouvaient transporter 2 avions, qui étaient en fait des vecteurs pour l'arme bactériologique. Alors, ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que l'arme bactériologique s'est retournée contre la population civile japonaise, puisque dans les années 90, il y a eu l'attentat au gaz sarin de la secte Aum. Est-ce que vous diriez que ce sont les Japonais qui ont inventé l'arme bactériologique? Vous savez, les Anglais, pendant la guerre, ont utilisé laquelle l'I 3945. Quand ils se sont vus attaqués par l'Allemagne nazie, ils se sont dit qu'il fallait utiliser n'importe quoi pour éviter ce genre de choses. Donc, il y a, c'est l'île Gruinard, je crois, qui a été affectée aux essais d'armes bactériologiques, et on a essayé les Anglais ont essayé de voir les effets de l'anthrax sur des moutons, par exemple. Hein. Bon, ben voilà. Enfin là, je veux dire, il s'agissait d'une opération de défense désespérée. Tandis que là où c'est le plus fascinant chez les Japonais, c'est que c'est prémédité. C'est vraiment une stratégie, oui. D'ailleurs, on se demande, il y a beaucoup de films américains notamment qui sont basés sur cette guerre bactériologique qui pourrait advenir par hasard ou de manière stratégique. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas encore eu tout plein de virus balancés sur des pays ennemis? Saddam Hussein avait gazé les Kurdes, etc. Mais il n'y a jamais eu de... Alors que ça serait très facile finalement, ça coûte beaucoup moins cher que de construire la bombe nucléaire. Donc comment vous expliquez qu'on ne soit pas encore envahi de... Je n'explique pas, mais il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans un DVD précédent, mais par exemple, quand on prend l'arme nucléaire, il y a des gens qui disent qu'elle n'a pas été employée. C'est pas vrai. Les obus à uranium appauvri, c'est une arme nucléaire. Vous avez même une chose, par exemple, c'est que lorsqu'on envoie ces obus sur des chars, on envoie des ogives qui sont un mélange technique d'uranium 238 et de fer qui abaisse le point de fusion, ce qui permet à ce moment-là aux obus qui pénètrent là-dedans de se transformer en vapeur métallique et de brûler les gens à l'intérieur, quoi. Et alors bon, ça c'est une chose, mais ensuite cette poussière d'oxyde d'uranium est toxique et vous avez vu les dégâts que ça a pu faire. Donc ça c'est une arme nucléaire à effet différé. Mais pour poser la question différemment, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de guerres bactériologiques pour le coup? Ça, c'est une question. Vous savez, dans mon site, souvent, j'ai accroché à des informations comme ça assez tôt. Vous avez peut-être pu voir que aux États-Unis, on essaye de rendre obligatoire l'implantation d'une puce pour bénéficier de mesures médicales. Ce qu'on appelle la RFID. Oui, exactement. Et ça, comment dire, c'est pour pouvoir réaliser un meilleur suivi médical des patients. En fait, on peut faire n'importe quoi avec ça. Absolument n'importe quoi. Mais c'est pas une guerre bactériologique, là, c'est plus de
Bah, vous savez, vous pouvez mettre une toxine dans une puce et vous pouvez la déclencher à distance. Vous vous rendez compte? Et puis ensuite, bon, il y a, quand on parle du bactériologique, regardez par exemple les armes de crowd control, à micro-ondes, ça fait pas de bien un truc comme ça. Donc, c'est quoi par exemple? ben, je veux dire, quand on parle d'une arme bactériologique, ça veut dire qu'elle agit sur le corps. Hein. Alors, traditionnellement, une balle, on fait un trou et la personne se vide. Hein. Bon, maintenant, on sait faire des balles plus sophistiquées qui ont l'allure de balles normales et qui marchent par magnétoconstriction. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi j'ai vu un Américain m'expliquer ça au colloque de Vilnius en 2008. On tire sur un type et au contact, la balle implose, ça fait 100 000 volts et on l'électrocute. Et comme il dit, ça ne fait pas de tache sur le tapis. Donc vous avez premier projet, premièrement, vous faites un trou et le type se vide. Deuxièmement, vous l'électrocutez. Puis ensuite, il y a toutes les variantes permettant d'agir sur l'être humain, l'endommager, créer des lésions, des choses comme ça, y compris des lésions dans le cerveau. Je dirais qu'il y a tout un arsenal d'armes, et les armes bactériologiques ne font qu'une faible partie de ce qu'on n'a pas encore employé. Et selon vous, quel est le plus probable pour ce qui intéresse l'armée à l'avenir? Est-ce qu'il y a une branche de recherche plus particulière? Là, je crois que là, je dirais qu'on va être amené à parler de la fin de cette saga justement sur les armes. Au cours de ma carrière, moi j'ai croisé l'armée. L'armée a croisé mon chemin très vite, quoi. D'abord, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais voilà, quand j'ai fait Super Héros, pour moi, Super Héros, c'était l'aéropostale, c'était Saint-Exupéry, Guillaumet, etc., le pilotage, bon, très bien. Et puis, à un moment, j'ai eu un professeur qui s'appelait le baron Hugues de l'Étoile. Et après, j'ai su qu'il était très impliqué dans les ventes d'armes. Enfin, pour un ingénieur militaire, polytechnicien, c'était normal, quoi. C'est de son boulot, quoi. Bon. Et un jour, il nous a donné un problème à traiter, comme examen, quoi. Et il s'agissait d'un bombardement stand-off. Stand-off, ça veut dire par-dessus l'épaule. Hein. Alors, effectivement, quand un bombardier doit bombarder une ville, le GPS n'existait pas à l'époque, donc il y a une bonne solution, ça consiste à passer en rase-motte au-dessus de la ville, et puis à ce moment-là, après, le bombardier effectue une ressource, puis il largue sa bombe dans la face ascendante de la ressource, auquel cas la bombe a une trajectoire parabolique, comme ça, elle descend après un parachute, et le bombardier peut s'échapper avec une figure qu'on appelle un Immelmann, il fait un demi-tonneau, il fout le camp, quoi. Donc, sujet, un bombardier doit larger une bombe atomique sur une ville, calculer la trajectoire, etc., écrivait l'équation différentielle, etc., etc. Incroyable. Donc, à Super Héros, il y avait 70 élèves, on est 2 à être partis. Avoir refusé, on a eu 0, mais 2 sur 70, quoi. Les 78 autres ont fait le problème, il n'y a aucun problème. Donc voilà, déjà, tout d'un coup, on découvre que le militaire fait partie du jeu. Ensuite, quand j'ai fini Super Héros, je ne sais pas si j'avais déjà parlé, mais j'ai commencé à faire de la recherche dès cette époque-là, je crois pas, non. Bon. Alors, j'étais un peu fait pour inventer, quoi. Bon, j'ai fait des études, bien sûr. J'étais assez mauvais pour apprendre, j'étais plutôt meilleur pour trouver que pour... Et dès la première année, avec la complicité d'un professeur de technologie, j'ai monté un laboratoire d'aérodynamique supersonique dans un sous-sol de Super Héros. Et à l'époque, j'ai inventé la tuyère disque. C'était en 57. Un quoi? La tuyère disque. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que quand on prend une tuyère supersonique, on a un convergent et un divergent. Et là, c'est une tuyère où il y a un tube, et après, le divergent, c'est un disque. Donc il y a un coefficient de divergence très, 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 très fort. Et on retrouve en subsonique cette tuyère dans une bande dessinée de Lanturlu qui s'appelle l'Aspirisouffle. Ah oui, l'Aspirisouffle, on aspire en soufflant. Alors c'est vrai que si je prends une feuille de papier comme ça, et que je fais ça, vous voyez, j'arrive à la coller contre mon doigt en soufflant. Bon, ça c'est simplement le théorème de Bernoulli qui est à l'œuvre. Mais
après avoir fait des essais avec une tuyère qui était un petit support de pellicule photo, vous savez, à l'époque on avait des pellicules photo qui s'enroulaient sur des petites bobines en bois. Alors je mettais ça dans un fond de boîte d'allumettes et c'était assez marrant parce que ça collait le fond de boîte d'allumettes. Et puis je me suis demandé si on pouvait faire ça avec une pression plus forte. Donc j'ai dessiné un truc qui ressemblait un peu à une soupape de voiture. Le disque faisait 7 cm de diamètre. Et puis à Super Héros, on avait une installation de pression qui montait à 7 kg partout. Donc alors je dessine la tuyère et puis je fais des calculs déjà et je me dis tiens, on doit avoir des choses intéressantes. Et les techniciens montent l'expérience au sous-sol et un jour j'étais en amphi, en première année, et le chef d'atelier ouvre la porte, boum, comme ça, et il dit « Monsieur Petit, ça marche !» Et moi je saute par-dessus les tables, je descends au sous-sol et le professeur de je ne sais quoi dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien, Petit a inventé quelque chose !» Alors là, on se retrouve avec cette situation assez incroyable, on avait cette espèce de trompette, comme ça, avec une plaque en plexi, et en dessous on pouvait accrocher 3,5 kg. Alors, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était un brevet, mais ça a été breveté, je crois quand même par la suite, par la société Bertin, sous le nom de Fix-Trompe. J'ai encore un copain qui m'a dit, je suis allé dans une société et on manipule les trucs avec les Fix-Trompes. Bon, moi, en étant étudiant, si j'avais su ce que c'était un brevet, j'avais pensé à une chose pareille. Bon. Donc là, on avait cette tuyère supersonique et j'avais fait des calculs là-dedans. Et je pensais que l'écoulement était supersonique dans ce truc-là. Or, en fait, entre le disque et la plaque, il y avait quelques dixièmes de millimètre. Donc, il y avait juste un chemintement, ça faisait comme ça. Et le fait qu'en soufflant dans ce sens-là, on arrive à tirer 3,8 kg dans ce sens-là, c'était incompréhensible. Et la direction de l'école envoie un premier professeur d'aérodynamique qui regarde le truc avec un œil torve et il m'explique que l'air sort par la plaque et il fait comme ça, il pousse par en dessous. Moi, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et pour lui montrer que c'est pas ça, j'ai fait aspirer le fond d'une boîte de conserve. C'est-à-dire, carrément, la trompette est au fond de la boîte, donc c'est pas possible que ça fasse... Dépité, l'homme s'en va. Deuxième professeur d'aérodynamique qui vient. Et là, j'avais continué à pousser mes recherches. J'ai fait des choses assez étonnantes à l'époque. En fait... je faisais de l'aérodynamique hypersonique, parce qu'avec 7 kg de pression, on peut arriver à des vitesses considérables. Donc, je faisais des jets extrêmement minces, et je ne peux pas, sans le recours du dessin, quoi que ce soit, évoquer toute la bizarrerie de ce truc-là, mais disons que ce que je faisais était complètement à l'encontre de ce qu'on m'enseignait à l'école. Les professeurs s'arrachaient les cheveux. Et ce deuxième professeur d'aérodynamique vient, il avait une cravate écossaise. Et il regarde mon montage avec... méfiance, et il se penche, et la cravate s'incline, le bout de la cravate rentre dans le jet, et la cravate se raccourcit de 5 cm, tous les petits poils qui font... Bon, un professeur normal aurait dû éclater de rire en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» J'enlève ma veste, je remonte mes manches, on va... Non, il est parti au courant. Vous voyez, là j'étais stupéfait, quoi. C'était passionnant. Et voilà un type qui prend ses clics et ses claques, qui fiche le camp. Moi, je suis convoqué par le général de Valroger, qui commandait l'école, qui me dit « Attention, vous êtes ici pour faire des études. Et si vous continuez à faire l'imbécile, on va être obligé de faire redoubler. » Enfin bref, je reçois des menaces pour recherche illicite, exercice illégal de la science, quoi. Donc déjà, ça devenait très curieux à l'époque. Comment. Alors, après... là, je crois qu'il faudrait un autre DVD pour raconter ces trucs-là. Je suis parti, après mes études, en Amérique, à Princeton, dans l'université de Princeton, où j'ai été accepté pour faire un master, et mes travaux avaient l'air d'avoir retenu leur attention. Et ça s'est pas bien passé là-bas, parce que après 2-3 jours à Princeton, il y a quelque chose que j'avais observé qui me paraissait étrange, quoi. Il n'y avait pas de femmes. En fait, Princeton était une des rares universités qui n'était pas mixte. Il y avait quelques vieilles secrétaires poilues, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Donc, vous voyez, pour un Français de 22 ans, se retrouver à 80 km de New York, dans une espèce de monastère de ce genre-là, c'était pas supportable. Donc, ensuite, il y a une autre chose. C'est que j'étais affecté à un laboratoire au James Forrestal Center, au centre James Forrestal, à la laboratoire d'aérodynamique qui était dirigé, ça ne s'invente pas, par le professeur Bogdanov.
Et quand j'arrive chez le professeur Bogdanov, c'est au moment de l'heure du déjeuner, et les bureaux sont vides. Et je vois une pancarte sur laquelle il y a écrit Restricted Area, Authorized Persons Only, c'est-à-dire zone à accès réservée aux gens qui ont l'accréditation. Moi, je me dis, bon, je suis français, je comprends pas l'anglais, je rentre. Donc, évidemment, je rentre, je me balade dans tout ce secteur secret qui est absolument pas fermé avec clé, et là, je tombe sur la soucoupe Avro. L'Avrocar. Allez voir Avrocar dans Wikipédia, vous trouverez toutes les photos de cet engin. Et à l'époque, en 1961, c'était encore considéré comme un engin extrêmement secret, quoi. J'étais beaucoup plus déluré que maintenant, donc j'ai pas réussi à la faire démarrer, mais c'est une chance. Je l'ai exploré sous toutes ses coutures et conclu que ça pourrait jamais marcher, d'ailleurs. J'étais quand même assez bon en aérodynamique, quoi. Après le déjeuner, j'ai retrouvé Bogdanov et je lui ai dit, j'ai vu votre soucoupe. Comment? Vous avez vu notre engin? Oui, mais vous n'auriez jamais dû. C'est ultra secret. Je dis, vous rigolez, ce truc-là, c'est une machine à effet de sol. Ça ne s'élèvera jamais. Vous avez vu les films, d'ailleurs, quand on voit cet Avrocar, c'est une véritable catastrophe. Pourquoi? Parce que ça souffle de l'air un peu comme une poule qui essaye de ramasser ses poussins sous elle, quoi, hein. Et la stabilité de l'Avrocar, c'est à peu près celle que vous auriez si vous mettiez une planche sur une vieille chambre à air mal gonflée, quoi. Et on voit bien que le pilote, il a beaucoup de mal, et dès que la vitesse est trop grande, le coussin d'air fout le camp. C'était un projet militaire, ça? Ah oui, complètement. Ouais. C'était un projet qui avait été imaginé par un monsieur qui s'appelait Frost, je crois. Je ne sais pas s'il était anglais ou canadien. Et au départ, le projet était né à Avro, Canada. Et à l'époque, les Nord-Américains se posaient des questions pour savoir comment marchaient les soucoupes volantes. Et là, tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui avait l'air d'avoir une idée. Donc à ce moment-là, carte blanche. Puis en plus, Frost entourait ses travaux de mystère, quoi. Tout était cloisonné pour qu'on ne sache pas comment marche son espèce de brouette à gaz, là. Et finalement, les Américains, à Princeton, ont récupéré cette machine pour, je sais pas qui encore croyait à cette connerie, quoi. Bon, Bogdanov, certainement. Moi, pas du tout. Donc, Bogdanov qui n'a rien à voir avec les... Non, il n'a rien à voir avec les deux frères du même nom. Mais, je veux dire, je ne sais pas si ce qui l'a le plus froissé, c'est le fait que je sois rentré alors qu'il avait écrit que c'est interdit, ou le fait que je lui ai dit que ça ne marcherait jamais. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Enfin bon, la situation était telle que, alors, j'avais pas de femme à Princeton, en plus un mauvais contact avec Bogdanov, je voyais pas grand-chose à faire que partir, donc j'ai vendu ma règle de calcul, $5, et je suis parti à l'aventure à New York. Et là, j'ai commencé par être recueilli par un monsieur qui s'appelait Hart, un gros obèse, qui avait une maison, et il recevait un peu les jeunes qui étaient un peu en rupture de banc et tout ça. Donc on m'avait donné son adresse, et j'ai atterri chez lui et je lui raconte mon histoire. Alors, un type qui a une bourse à Princeton et qui fout le camp, pour un Américain, c'est pas possible. Donc il m'écoute avec attention, il me dit, ok, tu sais, ici, la police ne te trouvera jamais. Bon, voilà, alors j'ai... Tu pars chercher. Non, mais pour lui, que je raconte une connerie pareille et que je foute le camp... C'était un mensonge, d'accord, pour lui. Oui, pour lui, c'était... La police devait être à Marchère, c'est pas possible autrement. Voilà, bon, alors, donc, à contact avec cette technologie militaire. Ensuite, je reviens en France, je fais mon service militaire, et puis après j'ai eu une... Juste sur le service militaire, parce que généralement, on fait des choses pour lesquelles on est formé. Vous avez fait quoi pendant le service, juste peut-être rapidement? Mais... C'est une bonne question. C'est une bonne question, parce que quand j'étais un super-héros, on avait la possibilité de voler. Et moi, j'ai toujours adoré ça, donc j'ai appris à voler sur Piper Cub. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits avions. Bref, le Cub, c'est le bébé, quoi. C'est le bébé Piper. Ces petits avions jaunes, comme ça, avec au-dessus. Et il y a deux roues à l'avant et la roulette arrière. Donc quand on vole avec un avion comme ça, on a le moteur en face, on voit rien. Donc quand on décolle, on regarde sur le côté. Moi, je me suis régalé avec un truc comme ça. C'est formidable. Puis en plus, il y avait une chose amusante que j'ai pu vérifier sur des photos, parce que je m'en rappelais, mais je me demandais si c'était vrai. Vous vous rappelez les fenêtres de 2 chevaux? Les fenêtres de 2 chevaux, ça s'ouvrait comme ça, clac. Le Valpiquer, c'était pareil. C'est-à-dire que le Piper, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait comme ça, et on pouvait voler avec la fenêtre ouverte.
Donc l'été, on était torse nu en short et on volait en pipère à 80 km/h. C'est décapotable, quoi. Ouais, exactement. Alors donc il y avait la possibilité de voler sur ces... Il y avait également une possibilité de choisir son affectation parce que avec Polytechnique, Super Héros était la seule école où on avait une préparation militaire à l'intérieur de l'école, qui est d'ailleurs très sommaire, sans aucun intérêt. Mais au lieu de rentrer comme élève EOR, on rentrait directement comme lieutenant, comme sous-lieutenant. On était officier. Et à ce moment-là, on pouvait choisir un petit peu son point de chute. Et on pouvait être pilote. Donc il y avait un groupe PN, personnel navigant, quoi. Et à ce moment-là, au lieu de voler sur des Viper Cub, on volait sur des avions beaucoup plus sophistiqués qui étaient les Stamp, les biplans, qui étaient beaucoup plus rapides, avec lesquels on pouvait faire de l'acrobatie, etc. Bon. Et ma foi, ça m'avait paru normal de me trouver dans ce groupe PN. Et puis c'est là, un jour, en allant à Guyancourt, le terrain où on volait, que j'ai vu arriver un garçon avec une mine un peu triste, qui était un élève de Super Héros, qui avait simplement 2-3 ans de plus que moi, quoi, 2 ans. Et il était en poste en Afrique du Nord. Et il faisait la guerre sur T6. Alors le T6, T ça veut dire training. Donc les Français avaient acheté aux Américains des avions d'entraînement T6 qu'ils avaient équipés de mitrailleuses de 12-7 avec lequel on pouvait bombarder les Félagas, tirer sur tout le monde, etc. Donc ce garçon-là, immédiatement, avait été immergé dans ce monde-là. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Il avait un blouson de vol qui le doublait de volume, quoi, tout maigre. Il m'a dit, je fais du strafing sur l'Eiffel. Je dis, c'est quoi du strafing? Le strafing, on tire à la mitrailleuse de 12-7 sur l'Eiffel. L'Eiffel, c'est quoi? L'Eiffel, c'est les Félagas. Je dis, mais comment tu fais la différence entre les Félagas et les pas Félagas? C'est tous des Fels là-bas, pas de problème. Puis alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On envoie des bidons spéciaux sur les Mechta. Alors les Mechta, traduction, sont des fermes. Et les bidons spéciaux, c'est le napalm. Donc voilà. Alors moi, je me suis du bon sang. Moi, je sais à peine où se trouve l'Algérie. Dans 2 ans, on va partir faire un truc pareil, mais moi, je suis pas motivé. Alors, j'ai vu mes camarades, je dis, mais écoutez, vous vous rendez compte, on est dans ce groupe PN, on va aller faire une guerre à laquelle moi, je ne comprends personnellement rien, et vous non plus. Hein. Moi, je veux bien faire la guerre, mais pour un truc auquel je crois. Là, c'est un truc incompréhensible. On va être amené à tirer sur des gens qu'on n'a jamais vus. Et je me rappelle, il y a mes copains, dont un type qui s'appelait Nicolas Gorodich, fort en gueule, qui m'a dit « Tu t'en fous, on va apprendre à piloter ». Je dis « Oui, mais enfin, moi je ne vais pas payer mes heures de vol en tirant sur des gens, je suis désolé. Hein. » Donc voilà. Alors, je suis allé voir l'autorité militaire, j'ai dit « Écoutez, j'ai changé d'avis, j'ai une passion pour les transmissions. » Ça m'est venu comme ça. Comment, vous êtes très bon pilote, etc. Oui, mais vous savez, on ne se commande pas, quoi. Voilà, bon, j'ai démissionné, PN, etc. Donc ça m'a amené à devenir... J'ai changé de nénuphar. J'ai changé de nénuphar. Et là où c'est assez amusant, c'est que mon service militaire a été aussi haut en couleur, parce que vous imaginez que je n'étais pas militaire dans l'âme, et étant sous-officier, ça m'a permis de faire les pires coups en âme, quoi. C'est incroyable. Bon. Alors, donc, j'ai été affecté à un moment à Freiburg, à Breisgau, à Fribourg, en Allemagne, une base aérienne. Et à Fribourg, je devais être officier du chiffre, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne connaissais rien au chiffre, mais bon, on m'a bombardé là-dedans. Et il y avait une section de vol à voile. Et le capitaine qui commandait cette section de vol à voile venait d'être muté ailleurs. Et le colonel qui commandait la section était Vélivol. Alors j'ai réfléchi, je suis allé voir le colonel. Je dis, mon colonel, j'ai appris que le capitaine machin venait d'être muté et que la section de vol à voile n'avait plus de commandant. Alors je suis candidat. Alors il a regardé ma fiche, il m'a dit, bon, vous êtes officier du chiffre, donc si je comprends bien, vous me donnez le choix entre un très mauvais officier du chiffre ou un bon commandement de section de vol à voile. Je préfère choisir la seconde solution. Donc à ce moment-là, j'ai commandé cette section de vol à voile, et là c'était évidemment très très agréable, quoi.